Que s'est-il passé avec le nucléaire français? Perte de compétences, surcoût, hostilité de l'opinion publique. Comment une énergie aussi stratégique, abordable, décarbonée a-t-elle pu être autant décriée? Est-ce la faute des responsables politiques qui n'ont pas pris la mesure des enjeux liés à notre souveraineté énergétique? Ou bien de l'industrie elle-même qui a fait le mauvais choix pour la filière? Ou est-ce celle, peut-être, des militants écologistes qui sortent peu à peu de leur dogme antinucléaire? Des choix politiques de Charles de Gaulle à ceux d'Emmanuel Macron, en passant par les grandes catastrophes comme celles de Tchernobyl et de Fukushima, sans oublier bien sûr la libéralisation du marché de l'énergie dès la fin des années 90, vous allez découvrir comment cette source d'énergie a fait les frais, en France, de nos renoncements et de notre vision court-termiste. Notre récit commence à Marcoule en août 1958. Pour la première fois de l'histoire, et après des années de recherche, un président de la République française se rend en personne sur le site d'une centrale nucléaire. Cela fait 2 ans déjà que la France, comme la Russie et les États-Unis, produit de l'énergie grâce à la fission nucléaire. Ces images montrent la réussite d'un projet auquel Charles de Gaulle a cru dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son intérêt est largement nourri par la course à l'armement atomique, mais il se trouve que le nucléaire civil suscite lui aussi de grands espoirs. D'abord, l'énergie nucléaire est efficace. À titre comparatif, lorsqu'un kilo d'uranium naturel fournit 100 000 kWh de chaleur, un kilo de charbon en fournit seulement 8. C'est aussi une énergie décarbonée, elle émet 12 grammes de CO2 par kWh selon le GIEC, c'est aussi peu que le solaire, et même 3 fois moins en France, à 4 grammes de CO2 par kWh selon EDF. Et enfin, elle est pilotable. Si la France veut se reconstruire, se développer et devenir une grande puissance de la fin du XXe siècle, il lui faut des centrales nucléaires. On crée donc en 1945 le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, pour poursuivre les recherches scientifiques, tant sur le plan militaire que civil. Suivront en 1946 GDF et EDF, Électricité de France, avec cette idée que l'énergie constitue en premier lieu un bien public et qu'un monopole de la production électrique nationale est souhaitable. Le 28 septembre 1956, après des années de recherche, la France réussit enfin à produire de l'électricité grâce à l'atome. Le G1, pour la première fois en Europe occidentale et continentale, vient de produire de l'électricité d'origine nucléaire. On l'approche avec un certain respect, vous l'avez vu, et pour cause, 100 tonnes d'uranium divisées en plus de 2000 bars y sont soumises à la mystérieuse alchimie de la réaction en chaîne. Après les premiers succès et en pleine Trente Glorieuses, EDF est chargé de mettre en place le programme électronucléaire français. En tout, 9 centrales de première génération seront construites et sous la présidence de Georges Pompidou, le Conseil interministériel choisira une nouvelle technologie, celle des réacteurs à eau pressurisée, mais sous licence américaine. Cette deuxième génération de centrales coûte moins cher et elle est plus facile à construire. Pour la première fois, la rentabilité économique commence à l'emporter sur l'indépendance. Alors avec autant d'investissements dans une filière aussi stratégique, tant sur le plan militaire que civil, vous pensez sans doute que le nucléaire est au début des années 70 une source d'énergie majeure en France. Eh bien c'est faux. À cette époque, les centrales françaises en activité fournissent moins de 10% de l'électricité consommée dans le pays. L'Hexagone est toujours largement importateur de pétrole et de gaz naturel. En fait, les 3/4 des besoins nationaux en énergie sont importés. La raison est plutôt simple, l'essence est bon marché. Mais ça ne va pas durer. Ce premier choc pétrolier, provoqué par l'embargo des pays arabes, fait flamber les prix du pétrole. Le Premier ministre Pierre Messmer lance alors une grande politique énergétique qui va provoquer un réel décollage du nucléaire. 3 réacteurs sont construits chaque année. Au moment où cette vidéo est tournée, plus de 70% de la production électrique française provient du nucléaire. Et sur les 127 réacteurs que compte l'Union européenne, 57 se trouvent sur notre territoire. En avril 2023, le rapport de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, on va beaucoup parler de ce rapport, vous allez voir, conclura la chose suivante. Cette situation est le fruit d'une politique volontariste, d'abord de la part des gouvernements de l'après-guerre, qui ont fait le constat que la France n'avait pas beaucoup de matières premières et qu'elle était par conséquent dépendante de ses importations d'énergie. Cette stratégie a contribué au développement de l'essentiel du parc nucléaire civil actuel, mais également à la constitution d'une filière industrielle française complète qui regroupe aujourd'hui 220 000 salariés en France. Malgré les prouesses de l'industrie, dans l'opinion publique, tout le monde ne suit pas. En 1970 tout pile, Greenpeace sort de terre, c'est le début d'une solide campagne de décrédibilisation de l'atome qui a encore cours aujourd'hui. Les antinucléaires estiment que les centrales sont trop vulnérables face au terrorisme, que l'autorité de sûreté nucléaire ne peut pas tout contrôler, et certains remettent en cause également la supériorité économique de cette source d'énergie. Sont pointés du doigt également les déchets nucléaires, on y reviendra plus tard.
Passons aux années 80. En avril 1986, l'accident de la centrale de Tchernobyl en Ukraine va avoir un impact dévastateur sur la perception qu'a l'opinion publique sur le nucléaire. En France, on pense encore qu'on a minimisé l'impact des particules radioactives qui se sont diffusées sur le pays. Vous savez, c'est le fameux nuage de Tchernobyl. À l'époque, un certain Pierre Pellerin, alors responsable du service central de protection contre les rayonnements ionisants, le SCPRI, déclara qu'il faudrait imaginer des élévations 10 000 ou 100 000 fois plus importantes pour que commencent à se poser des problèmes significatifs d'hygiène publique. Malgré le scepticisme des Français à l'époque, et encore aujourd'hui, la justice lui donnera raison 17 ans plus tard. On estime aujourd'hui que la dose moyenne reçue à la suite du passage de ce soi-disant nuage sur la France est d'environ 1 millisievert par an au moment de l'accident, avant que ce chiffre tombe à 0,01 millisievert par an 20 ans plus tard, ce qui correspond chaque année à un séjour de quelques semaines en montagne. On est donc bien loin de l'exposition à la radioactivité naturelle qui s'établit à 2,4 millisieverts par an. Quant au bilan humain, en 2016, un rapport de l'OMS affirmera qu'outre les 31 personnes mortes immédiatement, jusqu'à 4000 au total pourraient mourir des suites de cette catastrophe, pour les populations les plus exposées autour de la centrale, et jusqu'à 16 000 en Europe à cause des radiations. Sans renier l'ampleur de cette catastrophe et ses conséquences encore aujourd'hui, les chiffres sont à mettre en perspective avec le nombre de morts causés par chaque source de production d'énergie. Si l'on se réfère à une étude réalisée par Statista en 2020, l'énergie la plus meurtrière est de loin le charbon, avec 24,6 morts par térawattheure d'électricité produite, suivi du pétrole, de la biomasse, du gaz naturel, de l'hydraulique, de l'éolien, du nucléaire et enfin du solaire. Si je vous donne ces chiffres, c'est aussi pour que l'on se rende compte ensemble du décalage qui existe entre les conséquences directes des accidents nucléaires et l'impact psychologique qu'ils peuvent avoir sur les populations et sur les décisions prises par nos dirigeants politiques. Concluons cette deuxième partie sur la fin des années 80 et sur le départ d'EDF du PDG Marcel Boiteux, dont la présidence s'achève en 1987. Au moment où il quitte l'entreprise, la plupart des centrales françaises sont soit en service, soit en chantier, soit à un stade de développement avancé, et EDF, un champion du nucléaire, cherche à exporter son savoir-faire. Déterminer les causes du déclin de la filière nucléaire française est assez complexe, évidemment, il n'y a pas une seule cause, elles sont multiples, politiques, économiques, industrielles. On va donc avancer période par période et tenter de comprendre ce qui s'est joué à partir de la fin des années 1990. Et une grande partie de ce qu'on va aborder à présent se basera sur les travaux d'un rapport dont on a parlé juste avant, celui de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Ce rapport compile 150 heures d'audition d'experts et de responsables politiques ayant joué un rôle dans le nucléaire civil français, ainsi que 5000 pages de contributions écrites. Pour faire simple, appelons-le rapport d'avril 2023. Comme le fait remarquer dans le rapport Raphaël Schellenberger, le président de la commission, la première victoire de l'idéologie antinucléaire sur la cohérence scientifique remonte au 31 décembre 1998, date à laquelle Lionel Jospin, alors Premier ministre, décide de mettre un terme au réacteur Superphénix. L'idée de la centrale Superphénix, qui a été mise en service en 1986, c'était de développer une nouvelle technologie, celle des réacteurs à neutrons rapides, une technologie tellement ambitieuse pour l'époque qu'elle appartient aujourd'hui à la catégorie non pas des réacteurs de 3e génération, mais à celle des réacteurs de 4e génération. Le grand avantage de ces réacteurs, c'est entre autres qu'ils brûlent la quasi-totalité de la ressource uranium, qu'ils permettent de mieux recycler les combustibles usés et donc qu'ils produisent moins de déchets, l'une des bêtes noires des antinucléaires. Les militants écologistes vont cependant estimer que ces installations peuvent induire un risque de prolifération du plutonium qui sert à l'armement nucléaire. Superphénix devient donc le monstre à abattre. Son coût est également jugé excessif et que ce soit en France, aux États-Unis ou encore en Allemagne, on compte aussi à l'époque de nombreux incidents sur ce type de réacteur, bien que leur sûreté n'ait jamais été remise en cause. À l'arrivée au pouvoir de la gauche plurielle, en juin 1997, les Verts réclament donc l'arrêt de cette centrale Superphénix, une demande à laquelle accédera Lionel Jospin, qui a pactisé avec les écologistes en février 1998. Sa ministre de l'Environnement, Dominique Voynet, tentera toutefois de se justifier en déclarant à la Commission « Au moment de décider, nous disposions des avis nuancés de certains cadres dirigeants de la filière nucléaire, et ce, selon le rapport, sans fournir d'éléments qui permettent d'étayer ces déclarations. » Conclusion du rapport, le plus dommageable est que la filière nucléaire française a perdu là une partie de son avance dans la recherche de pointe qui faisait sa réputation mondiale et laissé la place à ses concurrents. Cette fermeture est en effet dramatique pour EDF qui, en plus de devoir supporter seul l'arrêt de Superphénix, doit dédommager ses partenaires tout en restant compétitive. On parle ici d'une facture de plus de 1,5 milliard d'euros.
Pascal Colombani, un ancien administrateur général du CEA, dénoncera auprès de la commission d'avril 2023 le fait que cet arrêt de Superphénix a, je cite, durement affecté le moral des chercheurs du CEA et probablement aussi d'EDF. Et vous commencez à comprendre comment des décisions politiques dont les motivations sont principalement électorales peuvent avoir un réel impact, non seulement financier, mais aussi psychologique. D'autant plus qu'à cette époque, EDF est déjà en mauvaise posture. Sur ce sujet, le rapport est assez sévère. Dans les années 1990-2000, force est de constater que le travail de sape de la filière nucléaire est aussi venu d'elle-même. Avec un marché national très amoindri et des marchés mondiaux très concurrentiels, une compétition féroce s'est en effet développée entre ces deux principaux acteurs, EDF et Areva. Areva, c'est une entreprise née en 2001 du regroupement des activités des entreprises Cogema, CEA Industries et Framatome. Alors on va faire très simple. Areva, c'est le fournisseur, elle fournit les réacteurs, la majorité du combustible et elle retraite les déchets. Et EDF, c'est l'exploitant. Autre constat des rapporteurs de l'Assemblée sur cette rivalité, au lieu de dynamiser la filière, cette concurrence a tourné à une sorte de guerre fratricide qui a fini par nuire aux intérêts de l'équipe France. On en paye aujourd'hui encore le prix avec Flamanville qui va enfin produire, mais avec 12 ans de retard, avec Areva qui a été complètement démantelé, le rapatriement de la partie Framatome sur EDF et un vrai retard pris. Mais ce n'est pas uniquement en raison de ça qu'on est dans la situation quand même assez critique pour le secteur actuel, c'est aussi parce qu'on était dans un contexte anti-nucléaire bien plus fort qu'aujourd'hui, avec une volonté politique d'arrêter une filière, et on ne peut que souligner la contradiction entre d'un côté on arrête la filière et d'un autre côté on va mettre deux champions pour le prix d'un dans une nation qui n'en veut plus. Ça devenait un petit peu compliqué quand même à gérer, et on ne va pas tout charger quand même sur les entreprises, il y a quand même une grosse responsabilité politique. Et pour ne rien arranger, toujours à la fin des années 90, on va assister à la libéralisation progressive du marché de l'énergie au niveau européen, et c'est ce qui va venir casser les monopoles historiques. L'idée de cette libéralisation, elle est simple, elle est de créer en quelques années une interconnexion européenne pour permettre la sécurité d'approvisionnement, premièrement, et deuxièmement, de pousser les prix vers le bas. Alors si on ne peut pas tout imputer à cette libéralisation, vous allez voir qu'elle s'est faite au détriment d'EDF et du consommateur français. La première étape de cette libéralisation a lieu en décembre 1996 avec une directive européenne approuvée par Alain Juppé. C'est ce qu'on appellera le premier paquet énergie. Celui-ci vise à supprimer les barrières commerciales et à aligner les politiques fiscales. Puis en février 2000, sous Jospin, les députés du Parti socialiste votent la loi de modernisation du service public de l'énergie qui ouvre la voie à la privatisation partielle d'EDF. Pierre Gadenex, président d'EDF de 2004 à 2009, était confiant. Il dira « Nous étions convaincus qu'EDF en sortirait gagnant avec les meilleurs tarifs en Europe ». Commentaire des rapporteurs, le fait que le développement du marché européen offre des perspectives supérieures d'exportation de ses excédents n'est sans doute pas non plus étranger à ce sentiment de confiance. Et oui, à l'époque, EDF produit plus d'électricité que la France n'en consomme, elle doit donc trouver des débouchés. Et pour lutter à armes égales avec ses concurrents européens, EDF deviendra une société anonyme à capitaux publics en novembre 2004. Elle introduira 15% de son capital en bourse, l'État restant actionnaire à près de 85%. Alors on va revenir sur ce cadre européen, mais ici il faut faire une petite parenthèse pour préciser une chose, c'est qu'en parallèle, les priorités d'EDF prennent aussi à cette époque un tournant international, donc pas qu'en Europe, et des observateurs commenceront à s'inquiéter du fait qu'EDF semble sous-dimensionner ses investissements dans la maintenance de son parc, et ce, malgré ce nouvel apport en capital. C'est ce que confirme Pierre Gadenex en décembre 2008. Il déclare « Il est devenu urgent pour EDF de relancer rapidement et massivement les investissements. Ces derniers ont connu, pendant 10 ou 15 ans, un ralentissement important. » Aussi, Philippe Page-Lemérour, secrétaire du comité social, économique et central d'EDF, reprochera à cette ouverture à la concurrence d'avoir incité EDF à privilégier une logique de rentabilisation plutôt que de poursuivre ses investissements sur les réseaux, l'hydraulique et le nucléaire. Particulièrement inquiétante, la dette du groupe résulterait, selon lui, pour un tiers à des paris parfois insensés des dirigeants d'EDF à l'international. La dette d'EDF atteindra en 2009 42,5 milliards d'euros. Autre chose à noter, c'est que si cette ouverture crée effectivement des opportunités pour les acteurs historiques de l'énergie, il faut évidemment soigner son marché intérieur, et vous allez voir que les intérêts nationaux de chaque pays vont l'emporter sur cette volonté européenne de créer un marché intégré, même progressivement.
Ainsi, en France, au 1er juin 2005, bien que 70% des marchés nationaux soient théoriquement ouverts à la concurrence depuis près d'un an, Gaz de France détenait encore 82% du marché du gaz et EDF 86% du marché de l'électricité. Par ailleurs, le choix français d'un mix électrique où le nucléaire prévaut largement n'est pas partagé par la majorité des pays européens, en particulier par l'Allemagne que la coalition SPD-Verts, parvenue au pouvoir au mois d'octobre 1998, a engagé vers une sortie progressive du nucléaire. Vous l'avez compris, la France joue donc la carte de la préférence nationale, et pour contrer la hausse des prix de l'électricité au début des années 2000, on va même jusqu'à permettre aux clients domestiques de revenir aux tarifs réglementés. Et ça ne plaît évidemment pas à la Commission européenne, qui engage en 2006 et 2007 2 procédures pour contester ce système. La France répond à son tour avec la loi NOM et un mécanisme dont on a beaucoup entendu parler dans l'actualité récemment, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, l'ARENH. Et c'est comme ça qu'on a décidé que sans le quart à l'époque, mais maintenant c'est le tiers de la production d'EDF, serait vendu à des concurrents qui peuvent, en tradant sur les prix de marché, faire des offres inférieures à celles d'EDF. Est-ce que vous avez alerté le gouvernement de l'époque ? Mais on ne nous a pas demandé notre avis. Normalement, l'électricité en France devrait être au prix de production d'EDF, c'est-à-dire autour de 60-70 euros le mégawattheure. Aujourd'hui, du fait de ces 2 phénomènes que j'ai cités, en particulier de l'ARENH et les fournisseurs alternatifs, EDF est obligé de se fournir beaucoup plus massivement sur le marché et par conséquent, effectivement, le prix de l'électricité en France monte. Il ne devrait pas monter. Parallèlement à toutes ces questions économiques, la question du dérèglement climatique est de plus en plus présente dans les débats, le grand public étant de plus en plus sensibilisé à cette question, notamment grâce au GIEC, qui a été créé en 1988, mais aussi grâce au protocole de Kyoto, signé en décembre 1997 et entré en vigueur en 2005, et qui contraint 38 pays industrialisés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Dans les années 2000, les gouvernements accélèrent donc sur la transition écologique, mais l'attention se porte plutôt sur les énergies renouvelables au détriment du nucléaire. Et la France continue de perdre des compétences. Qui plus est, les tensions entre EDF et Areva sont à leur comble. Elles aboutissent à ce qu'on appellera l'échec d'Abu Dhabi en décembre 2010, lorsque l'entreprise sud-coréenne KEPCO remporte un méga contrat de 20 milliards d'euros aux Émirats arabes unis pour la construction de 4 centrales nucléaires de 3e génération, les EPR. Le tout au nez et à la barbe de la France. Le haut-commissaire à l'énergie atomique, M. Patrick Landé, regrettera une compétition entre maîtrises d'œuvre qui n'a pas été de nature à constituer une force industrielle nationale capable d'harmoniser les compétences pour relancer la filière sur le sol français et gagner des marchés à l'étranger. Ces atermoiements pousseront Nicolas Sarkozy à lancer une mission sur l'avenir de l'énergie nucléaire civile et selon le rapport issu de cette mission, la France doit à l'horizon 2030 lancer le chantier de nouvelles centrales, assurer le parfait fonctionnement du parc actuel et préparer la prolongation de la durée de vie des centrales au-delà de 40 ans, voire au-delà de 50 ans. En gros, il faut que l'État reprenne la main sur l'organisation de la filière et qu'il remédie donc à sa désorganisation. On l'a vu donc, les responsabilités de la désorganisation de la filière sont multiples. D'abord, des décisions politiques prises sans vraie cohérence scientifique et sans prendre la mesure des conséquences industrielles à venir. Ensuite, une ouverture à la concurrence décidée au niveau européen et pas toujours acceptée au niveau national. Puis une concurrence à l'international assez rude qui abîme l'équipe France, comme on l'a appelé. Et enfin, des préoccupations environnementales qui font qu'aux yeux des opinions publiques de l'époque, le nucléaire ne semble pas du tout être une énergie d'avenir. On a là tous les ingrédients pour que le nucléaire civil poursuive sa chute, et c'est ce qui va se passer avec l'accident de Fukushima. Le vendredi 11 mars 2011, en milieu de journée, un séisme de magnitude 9,1, le plus violent jamais enregistré au Japon, provoque un tsunami qui ravage près de 600 km de côte et fracasse plusieurs villes japonaises. Le séisme atteint la centrale de Fukushima qui perd son alimentation électrique et donc son système de refroidissement, et les vagues, elles, viennent noyer ces installations et le tout entraîne la fusion partielle du cœur de 3 réacteurs. Quelques jours plus tard, des explosions d'hydrogène endommagent les installations et ralentissent les opérations de secours. Du matériel radioactif sera également relâché dans l'atmosphère et dans l'eau de mer. Dans les jours qui suivent, les habitants qui se trouvent dans une zone de plusieurs dizaines de kilomètres autour de la centrale sont évacués. Cet événement sera classé au niveau 7 de l'échelle INES, l'International Nuclear Event Scale. C'est le plus haut niveau, le même que l'accident de Tchernobyl. Et tout comme Tchernobyl, cet accident marquera un tournant dans l'histoire du nucléaire civil.
Mais encore une fois, vous allez le voir, la réception de cet événement dans l'opinion publique mondiale est décorrélée du bilan réel de l'accident et sera une fois de plus un marqueur politique qui alimentera ce clivage binaire pour ou contre le nucléaire. Le bilan donc. Côté central, sur les 25 000 travailleurs, les données officielles font état de 11 morts, dont un seul associé au rayonnement, 5 malades et 16 blessés. Pour ce qui est de la population alentour, depuis 2011, aucun décès ni malade d'origine radio-induite n'a été démontré. Les rejets radioactifs de la centrale n'ont donc eu aucune conséquence sanitaire discernable. C'est bien l'évacuation de ces populations qui a fait des morts, environ 2200 au total, soit par dégradation des conditions de santé, soit par suicide. Un bilan marginal donc, mais rien n'y fait, les populations ont peur et la confiance dans le nucléaire s'effondre. En mars 2012, un an après la catastrophe, 80% des Français estimaient que nous étions encore trop dépendants de l'énergie nucléaire. Le docteur Gillian Hurst, qui siège à l'UNSCEAR, le comité scientifique de l'ONU, regrettera que la somme de désinformation publiquement disponible sur l'accident soit colossale. Au Japon, le traumatisme est évidemment vivace et un arrêt total des 54 réacteurs du pays a été un moment envisagé. 3 mois après, l'Allemagne annonce de son côté la fermeture des 17 centrales du pays d'ici à la fin 2022, un plan présenté par le gouvernement d'Angela Merkel alors même que la chancelière a toujours défendu cette source d'énergie. En France, cette décision fera des émules lors de l'élection présidentielle de 2012. En novembre 2011, Martine Aubry et Cécile Duflot scellent un accord entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts qui prévoit, en cas de victoire du candidat issu du PS, de faire chuter de 75 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici à 2025. Nous avons tous, et nous sommes tous d'accord avec les Verts, pour engager un processus de sobriété énergétique, d'augmentation des énergies renouvelables et pour pouvoir effectivement avancer dans ce changement, dans ce verdissement de l'économie, dans cette mutation verte qui est aujourd'hui nécessaire et dans cette transition énergétique. En plus de l'arrêt immédiat de la centrale Fessenheim, cet accord prévoit la fermeture de 24 réacteurs. Le parc nucléaire français perdrait ainsi un tiers de ses capacités. Plusieurs experts alertent sur les conséquences d'une telle décision et même au sein du PS, des voix s'élèvent contre, comme celle d'Arnaud Montebourg. Pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique avec, de manière à marquer les esprits et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après, vogue la galère. Le rapport d'avril 2023 estimera que le contexte de l'après-Fukushima a servi de prétexte à Europe Écologie Les Verts pour raviver leur vieille antienne anti-nucléaire. Pour consolider une plateforme électorale incertaine, le Parti socialiste a accepté une réduction de la part du nucléaire de 75 à 50% à l'horizon 2025, sans fondement scientifique ni logique économique. François Hollande sera élu en mai 2012 et ne reprendra pas l'objectif de fermeture de 24 réacteurs, mais uniquement celle de la baisse de la part du nucléaire et la fermeture des 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim. Cette fermeture sera réaffirmée avec la loi de transition énergétique en mars 2015, puis conditionnée en avril 2017 à la mise en service de l'EPR de Flamanville, dont on va parler tout de suite après, et sa mise à l'arrêt définitive sera prévue pour fin 2018. Avant d'aborder les quinquennats d'Emmanuel Macron, rappelons qu'au même moment, 2 chantiers gérés par l'équipe France font beaucoup parler d'eux. Celui du chantier finlandais d'Olkiluoto, piloté par Areva, et celui de l'EPR de Flamanville, donc piloté par EDF. Ces 2 centrales de 3e génération, pensées comme des vitrines de la filière française, vont accumuler les délais et les surcoûts, du pain béni pour les antinucléaires, à un moment où le secteur perd en attractivité et où les projets de recherche se font rares. À ce sujet, vous avez sans doute entendu parler du projet Astrid, un prototype de réacteur de 4e génération. Voulu en 2006 et lancé en 2010, Emmanuel Macron annoncera son report en août 2019. Le CEA évoque une éventuelle reprise du projet pour la 2e moitié du siècle. Un choix regrettable selon Yves Bréchet, ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, qui rappelle que la surgénération permise par ces réacteurs, en permettant d'utiliser le plutonium issu du retraitement des combustibles usés, aurait pu diviser par 10 le volume des déchets produits. Maintenant que vous avez tous ces éléments en tête, intéressons-nous donc aux 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. En 2017, le candidat Macron reprend la volonté de la gauche de vouloir réduire de 75 à 50% la part du nucléaire à l'horizon 2025 et celle de fermer la centrale nucléaire de Fessenheim, pourtant en parfait état de marche. Le dernier réacteur est arrêté en juin 2020 sans attendre le couplage de l'EPR de Flamanville et alors même que l'autorité de sûreté considérait Fessenheim comme l'une des centrales les plus sûres de France. C'est une nouvelle victoire pour les antinucléaires mais aussi
aussi pour l'Allemagne, qui a réclamé à plusieurs reprises sa fermeture. En ce qui concerne la volonté de réduction de 75 à 50% du nucléaire dans le mix énergétique français, qui n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact, la sachant intenable, Édouard Philippe annonce son décalage à l'horizon 2035. Au même moment, en 2018, le rapport Collet-Billon, commandé par Bruno Le Maire et Nicolas Hulot, préconise la construction de 6 EPR. Il est enterré par l'Élysée. Pire encore, la programmation pluriannuelle de l'énergie, adoptée en 2019, confirme la fermeture de 14 réacteurs nucléaires et la baisse de la consommation finale d'énergie. Mais au même moment, presque 10 ans après l'accident de la centrale de Fukushima, le rapport des Français au nucléaire évolue. En 2021, selon l'ASN, ils sont 43% à se déclarer favorables au nucléaire, un record d'ailleurs battu depuis, et seulement 12% à y être opposés. L'urgence climatique est devenue une préoccupation majeure, et si le nucléaire est loin d'être une solution miracle, elle a le grand mérite, encore une fois, d'être décarbonée. Le nucléaire n'est plus honteux, et donc la France va changer son fusil d'épaule petit à petit, et le en même temps va faire son effet. Début 2021, la France bataille au niveau européen et obtient péniblement de l'Allemagne l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie de la finance durable. Fin 2021, Emmanuel Macron émet le souhait d'avoir d'ici 2030 un prototype de SMR, un réacteur de petite taille. En février 2022, en pleine campagne, il annonce lors du discours de Belfort vouloir la construction d'au moins 6 EPR2 avec une première mise en service en 2035. Des financements publics massifs de plusieurs dizaines de milliards d'euros seront engagés afin de financer ce nouveau programme, ce qui permettra de préserver la situation financière d'EDF et de développer l'ensemble de la filière. Mais en août 2022, Jean-Bernard Lévy, alors PDG d'EDF, fait part de son inquiétude quant à la capacité de la France à mettre en œuvre ce programme. On a beaucoup de chantiers à gérer en parallèle, et donc d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formés, et on sait que, notamment, un soudeur, un tuyauteur, il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées? Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les 2 premières. Et on nous a dit, et d'ailleurs, ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, on fait quoi? Évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Si en 2021, l'énergie nucléaire représente 67% du mix électrique français, les centrales nucléaires de notre pays vieillissent et EDF a pris du retard sur les maintenances. Elle engage un programme appelé Grand Carénage. Son coût, 50 milliards d'euros. EDF découvre aussi des micro-fissures sur la tuyauterie de plusieurs de ces centrales. C'est ce qu'on a appelé la crise de la corrosion sous contrainte. Entre-temps, vous le savez, la Russie a envahi l'Ukraine et la population française s'est rendue compte à ce moment-là des tensions sur l'approvisionnement en gaz et de l'emballement des prix de l'énergie. Souvenez-vous, jusqu'à 32 réacteurs se sont retrouvés à l'arrêt au mois d'août. La France est même redevenue à cette époque importatrice nette d'électricité. Nous n'avons clairement pas aujourd'hui les moyens de nos ambitions, mais la filière met tout en œuvre, ça, il faut le reconnaître, pour se les donner. Puis il faut aussi réindustrialiser vraiment et faire réfléchir une partie de la production d'entreprises de taille intermédiaire qui normalement alimente plutôt la défense, le naval et qui avait un peu laissé tomber le nucléaire, et pour cause puisqu'il y avait pratiquement plus de débouchés, et les faire revenir vers cette filière. Et donc là-dedans, ce qui est important, c'est d'avoir une vision politique à long terme, sans changement de cap, parce que c'est des projets qui ne se dessinent pas sur 10 ans, c'est des projets qui se dessinent sur 50. Alors si la production d'électricité a nettement progressé depuis 2023, on peut se poser plusieurs questions. EDF et Areva, devenus Orano en 2018, sont-elles capables de réaliser cette renaissance du nucléaire français? A-t-on encore les compétences? Et les jeunes ingénieurs français, eux, sont-ils au niveau de cette implication historique dans le nucléaire civil? Et autre question, côté consommateur, allons-nous pouvoir continuer à bénéficier des tarifs bon marché? De toute cette histoire, la commission d'enquête retiendra 6 grandes erreurs dont s'est rendue coupable la France. Avoir sous-estimé nos besoins d'électricité au regard de nos objectifs écologiques, avoir opposé énergie renouvelable et nucléaire alors que notre mix énergétique était déjà largement décarboné, ne pas avoir anticipé la prolongation des centrales nucléaires, ne pas avoir construit plus vite de filières industrielles d'énergie renouvelable, avoir laissé se construire un cadre européen qui a fragilisé le modèle énergétique français, et enfin avoir fermé Superphénix et ne pas avoir assuré la recherche sur la 4e génération. Au terme de cette commission, le rapporteur déclarera « Le récit qui s'est reconstitué devant nous, c'est bien le récit d'une lente dérive, d'une divagation politique, souvent inconsciente et inconséquente, qui nous a éloignés et de la transition écologique et de notre souveraineté énergétique. »